Parlons du Moyen-Orient. Aylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien, me rejoint. Aylon, ravi de vous parler ce soir. Salut Pierre. Il semble que, au lieu du plan initial prévoyant une trêve de 60 jours et la libération partielle des otages vivants, on s'oriente maintenant vers un accord global pour libérer tous les otages restants qui ont vécu des conditions horribles, détenus en captivité par les terroristes du Hamas. Ben, nous savons aussi que l'offensive sur Gaza pourrait être repoussée à octobre. L'idée serait d'empêcher que cela ne soit réellement nécessaire. À quel point est-ce réaliste? Pensez-vous qu'un accord pourrait être conclu? Je crois que Netanyahou souhaite terminer la guerre en la remportant. Et gagner la guerre signifie atteindre les objectifs de la guerre, c'est-à-dire ramener tous les otages, retirer le Hamas du pouvoir et le désarmer. Je pense qu'il y a une compréhension que ce sera impossible d'arriver à une trêve temporaire parce que le Hamas n'en veut pas. Même les médiateurs américains ont dit qu'ils ne négocieront pas de bonne foi. Il y a quelques semaines, alors qu'un accord semblait proche, la pression internationale sur Israël a poussé le Hamas à durcir ses exigences, faisant échouer les négociations. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a déclaré que les négociations ont échoué lorsque Macron a annoncé reconnaître un État palestinien, ce que le Hamas voit comme une victoire. Lorsque Keir Starmer a annoncé qu'il reconnaîtrait un État palestinien sans cessez-le-feu d'ici septembre, il a offert au Hamas toutes les raisons de poursuivre la guerre et de refuser d'y mettre fin. Je pense qu'Israël cherche un accord global pour finir la guerre. Mais quel est le problème? Le monde entier dit que le Hamas doit rendre les otages, n'est-ce pas? Le monde entier dit que le Hamas doit abandonner le pouvoir, n'est-ce pas? Le monde entier dit que le Hamas doit se désarmer, n'est-ce pas? Alors, quel est le problème? Eh bien, le Hamas ne veut faire aucune de ces choses. Le Hamas est un mouvement djihadiste qui s'engage à la destruction de l'État d'Israël. C'est un mouvement armé, c'est sa base. Oui, il y a beaucoup d'opposition, non seulement au niveau international, mais aussi au sein d'Israël, à l'approche qu'a adoptée Netanyahou. Nous avons vu beaucoup de familles d'otages, par exemple, participer à des manifestations contre le plan d'une offensive totale en octobre. Je me demande simplement s'il est, je veux dire, Netanyahou est connu pour être quelqu'un qui reste ferme et fait toujours ce qu'il veut faire. Réagit-il aux pressions internes en Israël ou à la situation internationale? Parce que le plan d'octobre, ou le plan qui pourrait se produire d'ici octobre, l'idée est d'éviter cela. Tout le monde veut éviter cela. Bien sûr, une offensive totale ne serait pas bonne pour Israël, et ce ne serait certainement pas bon pour Hamas, pas que je le souhaite, mais nous sommes sûrement dans une situation où il réagit au moins en partie à la pression interne. Beaucoup de familles des otages veulent, enfin pratiquement toutes, je veux dire, elles veulent retrouver leurs proches, n'est-ce pas? Beaucoup diront payer le prix demandé, céder à toutes les exigences du Hamas lors des négociations, puis reprenez l'offensive plus tard. C'est une opinion répandue en Israël. Récupérons d'abord les otages, puis attaquons Hamas ensuite. Le problème, c'est que Hamas garde les otages comme moyen de pression pour survivre à la guerre qu'il a déclenchée. Il retient ces otages comme garantie de pouvoir rester au pouvoir à Gaza, pour préparer le prochain massacre du 7 octobre, pour préparer la prochaine crise de prise d'otages. Donc je pense que tout le monde doit être vraiment honnête en ce moment. La situation est impossible et Israël n'a pas de bon choix. Il ne choisit qu'entre des options impossibles, parce que mettre fin à la guerre et laisser Hamas au pouvoir signifierait que Hamas pourrait exploiter tout le béton qui entre à Gaza, toute l'aide humanitaire pour opprimer la population de Gaza, reconstruire sa machine de guerre et se préparer à la prochaine guerre. Et Israël doit être prêt à dissuader cela et à s'y préparer. Ce serait le prix à payer pour mettre fin à la guerre. C'est pourquoi Israël voulait un cessez-le-feu temporaire, sauver au moins la moitié des otages vivants et les corps des morts pour leur enterrement, puis donner une chance à la diplomatie pour que le Hamas se retire, dépose les armes et quitte le pouvoir. Le problème, c'est que nous avons vu la pression internationale aller dans la mauvaise direction, car la pression internationale sur Israël pour mettre fin à la guerre donne au Hamas toutes les raisons de prolonger la guerre. Quand la pression internationale vise Israël, le Hamas en profite et s'en sert comme justification. Un dirigeant du Hamas a affirmé la semaine dernière qu'un des grands succès du massacre du 7 octobre et de la guerre est d'avoir donné une très mauvaise image d'Israël dans les médias internationaux. Ils y voient une victoire. Donc toute personne dans le monde qui veut faire pression pour que cette guerre prenne fin doit faire pression sur le Hamas pour qu'il fasse ce que le monde entier exige, libérer ces pauvres otages et se désarmer afin qu'ils ne puissent plus jamais déclencher une autre guerre horrible et prendre des otages à nouveau.
Et enfin, Aylon, je me demande ce que tu penses de la couverture internationale du journaliste. J'utilise le terme avec précaution, Anas al-Sharif. J'ai vraiment été consterné par le nombre d'organisations qui ont simplement accepté, sans réfléchir, que cette personne n'était qu'un journaliste, alors que les preuves accablantes présentées par de nombreuses personnes issues de différentes organisations ainsi que d'autres journalistes à travers le monde montrent clairement qu'il était au minimum sous l'influence du Hamas, si ce n'est membre du Hamas lui-même. Oui, tu te prends la tête, moi je m'arrache les cheveux. Israël dit que cet homme était un militant du Hamas. Israël a publié des documents trouvés à Gaza, prouvant son appartenance à la branche armée du Hamas. Même sans y croire, il existe de nombreuses preuves en ligne montrant qu'il était très proche des membres et dirigeants du Hamas, prouvant qu'il n'était pas un journaliste impartial. Maintenant, regarde, on a vu ce chiffre circuler. 200 journalistes tués dans la guerre à Gaza. Au moins 30 d'entre eux sont des combattants confirmés qui se déguisent en journalistes. Des images les montrent armés et utilisant des armes. Ils étaient des combattants actifs. Et beaucoup d'autres travaillent pour les médias du Hamas. Consultez la liste fournie par le Comité pour la protection des journalistes. Et vous verrez qu'au moins un tiers d'entre eux travaillent pour des médias affiliés au Hamas ou au djihad islamique, selon la propre liste du Comité pour la protection des journalistes. Maintenant, je ne sais pas ce que je ne sais pas à votre sujet. On ne peut pas être membre du Hamas et journaliste en même temps. On ne peut pas être contrôlé par, dirigé par, financé par, ou exécuter les ordres du Hamas et être journaliste en même temps. Et je pense qu'ils rendent un très mauvais service aux vrais journalistes parce qu'en réalité, à Gaza, il n'y a pas de presse libre. Les rares journalistes osant critiquer le Hamas reçoivent des menaces de mort et sont torturés par le Hamas. C'est la réalité. Et maintenant, Israël a décidé de laisser entrer les journalistes, ce qui, selon moi, est exactement la bonne décision. Merci Aylon Levy, ancien porte-parole du gouvernement israélien, d'avoir participé à cette discussion.